patrimonial uniquement. Encore une fois, je me répète, le B2B, ça sera dans 15 jours. Je vous ai préparé d'autres slides qui sont un peu plus longs pour le volet corporate pur. OK ? Donc là, on va voir la partie B2C et patrimoniale avec les sujets qui ont beaucoup évolué depuis. Il y a quand même des grands thèmes, hein. Le thème IR, bien sûr, le thème tax holding, le thème Dutreuil, le thème CDHR. Vous allez voir qu'il va devenir une taxation comme la CEHR, à ne pas confondre, hein. Je vais y revenir dessus, qui va devenir permanente, hein. Ça devait être quelque chose de temporaire, comme vous pouvez s'en douter. Ça va rentrer dans la fiscalité de manière permanente. Donc, c'est parti pour cette LSF et non pas PLF, pardon. J'ai laissé petite PLF. On est vraiment sur de la LSF. Alors, juste pour vous rappeler l'historique, vous savez que la LSF qui aurait dû être votée fin décembre, elle ne l'a pas été. Donc, du coup, on a eu une loi des finances spéciales comme l'année dernière qui a juste permis à l'État de continuer de payer les fonctionnaires et puis d'avoir un espèce de semblant de repro budgétaire N-1 globalement. Mais il ne s'était rien passé jusqu'au mois de janvier, jusqu'à vendredi dernier globalement. Pourquoi vendredi dernier? Parce que vendredi dernier, il y a eu la motion de censure qui a été rejetée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, du coup, le volet recettes est définitivement abordé. Donc, aujourd'hui, je vous propose le budget recettes. Je n'ai pas mis le volet dépenses dedans, qui est moins intéressant pour le coup, qui concerne l'affectation des recettes pour le coup, au niveau du budget de l'État. Voilà. Donc là, c'est vraiment sur une LSF définitive, volet particulier. On verra le volet professionnel dans 15 jours. Je vous propose de me poser vos questions à chaque fin de slide et non pas à la fin tout court, sinon ça va être compliqué. Laissez-moi juste descendre mon slide et après je répondrai à toutes les questions au fur et à mesure. Allumez votre micro quand ça sera nécessaire, ça sera plus simple. Parce que si je dois lire la chat box, vu le nombre de personnes qu'on est, ça va être compliqué. OK ? Et d'ailleurs, ça rentre toujours. Voilà, hop. Donc, première évolution, tout à fait classique. L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de nouvelle tranche précise, donc ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Indexation du barème en fonction de l'inflation de 0,9%. Donc je vous ai mis à droite les nouvelles tranches du barème du prélèvement d'impôt sur le revenu. Le PAS va être indicié de la même manière, le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu au niveau des salariés, de même que le prélèvement à la source pour les non-résidents. Vous savez que vous avez un prélèvement à la source pour les non-résidents également. Il va évoluer de 0,9% aussi de la même manière, mais on n'a pas de nouveaux taux, comme vous le constatez, ni de nouvelles tranches. Donc, c'est une évolution par le bas. Précision, parce que je ne l'ai pas écrit dans ce slide-là, il était proposé dans les multiples amendements que je vous avais explicités depuis le mois d'octobre, de supprimer pour les pensions, donc pour les retraités, pour les pensions et les retraites, en tout cas le plafonner. Vous savez que vous avez un abattement pour frais de 10% pour les salariés. Vous pouvez passer aux frais réels, ça ne change pas. Il était proposé de plafonner pour les retraités ces 10% à 2 000 € par contribuable et par an. Cet amendement a été supprimé. Donc, je ne vous l'ai pas mis ici, mais ça concerne finalement directement le barème. Donc, c'est les mêmes règles que vous connaissiez jusqu'ici. On a le choix entre les 10% qui est plafonné à environ 125 000 € de rémunération par an, parce que le plafond, il tourne autour des 12 900 € par an. Donc, si c'est 10% d'une rémunération, ça vous fait un plafond à 125 000 € par an. Ça n'a pas bougé. Et un taux d'imposition qui ne bouge pas. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque je vous rappelle que quand on a une hausse de ce barème de 0,9%, ça suit l'inflation. Ça veut dire qu'à rémunération identique, votre impôt baisse. Et si vous avez une rémunération qui a augmenté en fonction de l'inflation, votre impôt ne change pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on ne touche pas aux retraités, donc avec ce plafonnement à 2 000 € par an de la règle des 10%. Voilà. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, classique, ce qu'on peut avoir chaque année. Si vous n'avez pas de questions sur ce sujet, je passe au suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais te poser différemment. Sur le barème, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, je prends ça pour un oui, si je n'ai pas de questions. La fameuse CDHR. Alors, petit rappel en arrière pour comprendre les évolutions. La CDHR, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus. CDHR. À ne pas confondre avec la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui n'a d'exceptionnel que le titre finalement dans le CGI. Pourquoi? Parce qu'elle est exceptionnelle depuis 2012. Donc, quand ça devient récurrent depuis maintenant 14 ans, on ne peut pas dire que ça soit exceptionnel. Malheureusement pour nous, cette CDHR qui devait être exceptionnelle, donc elle a été votée l'année dernière, sauf un petit retour vers le passé. Elle a été votée l'année dernière et elle avait pour objectif de ne durer que 2 ans normalement. Elle devait durer en 2025 et potentiellement en 2026. Maintenant, alors déjà comment elle fonctionne, avant de voir les évolutions.
Cette C2HR, elle fonctionne de la manière suivante. Vous allez prendre les revenus de vos clients et l'État va calculer donc le barème de l'impôt sur le revenu qu'on vient de voir précédemment et elle va y rajouter la fameuse CEHR, donc la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui se déclenche à partir de 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple marié. Je vous rappelle les taux, c'est 2% de plus au-delà de 250 000 pour un célibataire, 500 000 € pour un couple, et ces 2% évoluent jusqu'à 4% en fonction d'une grille, des tranches, à partir de 500 000 € pour un célibataire et 1 million d'euros pour un couple. Ce qui fait qu'à aujourd'hui en France, votre taux maximal de taxation, il n'est pas de 45, mais il est bien de 49. Donc ça, c'est applicable depuis 2012. Ça, c'est la fameuse CEHR. Dans la CDHR, le calcul est le suivant. On va prendre votre imposition. Donc, on va prendre les grilles qu'on a vues précédemment ici, auxquelles vous allez ajouter les 2%, les 3% et les 4% dans le maximum. Et on va regarder que votre imposition globale et totale, prenant en compte du coup l'imposition directe, donc ça veut dire votre barème et votre CEHR, fasse à minima un taux moyen d'imposition de 20% sur vos revenus taxables. Donc un taux moyen de 20%. Si une fois que vous avez fait le calcul, vous n'arrivez pas à un taux moyen de 20%, eh bien l'État va vous rajouter, imaginons qu'on arrive à 19%, elle va vous rajouter un point de taxation pour avoir un taux moyen, et c'est vraiment la différence par rapport au TMI qu'on a vu avant, c'est un taux moyen qui est calculé, elle va vous rajouter un point pour que vous atteigniez ces 20% de taxation. Ça, c'est le fonctionnement tel qu'il était prévu depuis l'année dernière, donc il n'a pas vraiment bougé. Qu'est-ce qui a bougé au final? Ce qui a bougé, c'est que cette contribution devait être temporaire. Elle va plus être temporaire, elle va être structurelle. Et si vous voulez mon avis, ça n'engage que moi, elle risque de durer très longtemps. Pourquoi? Parce que cette CDHR va rester dans le BOFIP, donc dans le CGI, tant qu'on n'aura pas un retour au déficit en France en dessous de 3%. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, le budget qui a été voté cette année, tant bien que mal, c'est pour avoir un déficit structurel de 5%. Donc, on est bien loin des accords de Maastricht, bien évidemment. Donc, on est à 5%. Donc, c'est pas parti pour baisser. Ce qui veut dire que tant qu'on ne sera pas en dessous de 3, cette CDHR va continuer. Donc, ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin, les années suivantes, de voter une continuité. Donc, c'est comme la CEHR qui existe depuis 2012. Cette taxe va continuer dans le temps. OK? Première chose. Deuxième chose, il y a une clause d'anti-optimisation pour les contribuables qui souhaiteraient quitter le pays fruit de ce budget mirifique 2026, donc partir en 2026. Donc, ils ont prévu une clause anti-abus qui fait que cette taxe va s'appliquer entre le 1er janvier de l'année et leur date de départ. Ça veut dire que tous les revenus que vous aurez eus en France du 1er janvier jusqu'à leur date de départ, eh bien, il faudra faire application de cette CDHR et puis tout ce que je vous dirai, bien sûr, qui va arriver après derrière dans les slides. Ça, c'est le deuxième point, donc c'est la clause anti-abus. Et en plus de ça, vous avez un acompte obligatoire qui est exigible entre le 1er et le 15 décembre de chaque année et qui est basé sur vos revenus N-1, bien sûr, parce que vous n'avez pas encore les revenus de N. Et si vous ne payez pas cet acompte, vous aurez une majoration de la taxe de 20% qui sera mis d'office. Donc vous devez obligatoirement payer cet acompte et cette exigibilité. Le problème qui va arriver, vous pouvez l'imaginer, ça va être de déterminer le montant de cette CDHR, sachant que c'est sur vos revenus N-1 et que vous ne savez pas forcément si vous êtes éligible à la CDHR en N. Donc ça veut dire, je vous le fais différemment, que vous pourriez payer une CDHR sur la base d'un acompte de revenus N-1, mais alors que vos revenus 2025, définitifs là, vous n'êtes pas éligible à la CDHR, si vos revenus baissent. Donc cet acompte, si tel est le cas, il vous sera restituable par l'État lorsque vous liquiderez votre avis d'imposition, donc vos revenus définitifs pour 2025, si je prends l'exemple de 2025, donc en septembre 2026. Et bien évidemment, là, l'État ne va pas vous donner une restitution avec une majoration des intérêts de retard, bien sûr. Par contre, si vous ne la payez pas, vous aurez une majoration de 20%. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est périn dans le temps aussi. Quoi d'autre? Donc majoration, je vous l'ai dit, en cas de non-paiement ou de sous-estimation. Alors oui, si vous faites une sous-estimation, vous payez par exemple un acompte que de 10 000 €, ou vous deviez en payer par exemple 30 000, il y aura un seuil de tolérance de 10%. Ça veut dire en gros que si vous plantez de plus ou moins 10% dans le paiement de cet acompte, eh bien vous aurez une majoration quand même sur le différentiel. Donc il ne faut pas vous tromper non plus. Voilà.
Clause anti-rétroactivité, les revenus financiers qui ont déjà subi un prélèvement libératoire en 2026, heureusement, eux, sont exclus de cet acompte. Alors, on pense à quoi, bien sûr? On pense à tous les revenus qui ont subi la flat tax, en clair, le fameux PFU, hein, le prélèvement forfaitaire libératoire. Tous ces revenus sont exclus du champ du calcul et de cet acompte parce que ça ne concerne que les revenus qui prennent la taxation au barème, donc au fameux TMI. D'accord? Donc, heureusement, plus-value, prix à la flat tax et dividendes, intérêt de compte courant, retrait de contrat d'assurance vie, vous avez subi la flat tax, ça sort du champ du calcul. D'accord? Donc, c'est uniquement les revenus qui prennent le barème. Donc voilà pour cette CDHR. Il y a autre point, les points qui n'ont pas été repris, par contre, dans la loi des finances définitive. Ce qui n'a pas été repris, c'était la modification du calcul de l'assiette. Il était prévu de ne pas prendre en compte les réductions et les crédits d'impôt, ce qui aurait conduit en fait mathématiquement à une augmentation de l'assiette taxable, donc à une augmentation de cette CDHR. Ça, au final, ces amendements, ils ont été à la dernière minute supprimés. Donc, ça veut dire que l'assiette taxable restera la même qui avait été empruntée l'année dernière. Et globalement, pour vous schématiser, vous simplifier le fonctionnement, c'est le revenu fiscal de référence de vos clients qui va être pris en compte. Voilà, globalement, schématiquement, parce qu'il y a un calcul qui est légèrement différent avec le RFR, mais c'est celui-là qui va être pris en compte dans le calcul. Est-ce que c'est clair pour cette CDHR ou est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va malheureusement avoir affaire à elle pendant longtemps. Thomas, Oui, quand mon client a sa rémunération par sa holding avec différents véhicules en dessous d'exploitation commerciale sur lesquels il remonte sa rémunération, comment je vais... Alors clairement, là, vu la loi, je me dis on va avoir de la trésorerie sur les holdings à gérer. Parce qu'ils vont se redistribuer encore moins. Quel véhicule, quelles sont les solutions que je vais pouvoir utiliser pour optimiser cette rémunération de la holding sans passer par cette case de la CDHR? alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, la CDHR, il faudra bien la distinguer du slide d'après, je pense que j'ai dû mettre, ou je ne sais plus si dans 2 slides d'après, de la taxe sur la holding. C'est vraiment 2 choses différentes. Ta CDHR ne va concerner que les revenus qui seront sortis de ta holding. Uniquement Oui, mais ceux-ci. justement, Donc, ça veut dire que si on a tout intérêt à trouver une solution, justement. Et pour est-ce ne qu'il pas y les en a? sortir. Ouais, pour Exactement. ne pas sortir. Alors, pour ne pas les sortir, il y a une solution qui correspond à la partie clause anti-rétroactivité, c'est que quand tu sortiras de ta holding, il faudra que tu distingues les revenus d'activité des revenus dits financiers. En clair, tous tes dividendes sortis de ta holding ne seront pas pris en compte, suivant ces clauses d'anti-rétroactivité, dans la taxation de la CDHR, ne seront pris en compte que tes éléments de salaire. Okay. Ou précision, et là pour le coup ça c'est pas encore clair, parce qu'il faudra bien évidemment, qui dit loi sur les finances, dit décret d'application, et tant qu'on n'aura pas le décret d'application, on n'aura pas plus de détails. Tes plus-values, ça veut dire que tes plus-values, il faudra bien distinguer 2 éléments. Si tu as des plus-values sur titre, alors qui viennent de ta holding ou pas d'ailleurs, hein, mais tant que ça sort de ta holding, il faudra distinguer à ce que tes plus-values aient subi ton TMI, donc ton barème d'impôt progressif sur le revenu, de ceux qui ont subi la flat tax. Donc en clair, si tu as des titres d'avant 2018, parce que tu juges que c'est plus intéressant d'avoir l'ancien régime avec l'abattement pour durée de détention, ceux-là, comme ils vont prendre ton barème, ils vont être pris en compte dans ta CDHR, alors que si tes mêmes titres, tu as pris ta flat tax, ils ne devraient pas être pris en compte. Donc, ce qui veut dire que tes schémas d'optimisation, même sur tes plus-values, il faudra les prendre en compte dans le cadre de ton acompte de ta CDHR et donc de ta CDHR tout court. Voilà. Donc, en résumé, quand tu sortiras de ta holding, privilégie la partie financière qui ne va pas subir ton TMI, donc ton barème, parce que, pour le coup, tu vas être en dehors de la CDHR. Pour te répondre. Et bien évidemment, on va le voir dans le slide sur la holding, favorise au maximum, mais je sais ce que tu vas me dire, on ne pourra pas stocker ad vitam aeternam, mais tant que tu pourras stocker tes invests dans ta holding, favorise les investissements depuis ta holding, en clair. Voilà. En clair, hein, le terme que j'aime mieux utiliser, pour ceux qui me connaissent bien, c'est capitaliser à l'IS plutôt que capitaliser à l'IR, si tu peux te le permettre avec tes clients dirigeants. Voilà, en clair. Quand tu as un schéma particulier d'un client qui n'a pas de holding, qui n'est pas dirigeant, tu pourras rien y faire, malheureusement. Voilà. Donc voilà le modeste conseil que je puisse te donner dessus. Très bien. Merci Thomas. Je t'en prie. Alors, CDHR, ok, premier sujet. Deuxième sujet, le PER. Le PER, alors 2 évolutions, une positive et une négative.
La première qui est plutôt négative, vous savez que le PER a une vertu défiscalisante si vous le choisissez, hein, vous n'êtes pas obligé de choisir l'option défiscalisante de votre PER, bien évidemment, mais si vous choisissez l'option défiscalisant des versements de vos PER, jusqu'ici, vous pouviez cotiser à votre PER et défiscaliser ad vitam aeternam. Désormais, ça ne sera plus le cas. C'est que les versements que vous ferez au-delà de 70 ans, d'accord, ces versements, finalement, ne seront plus, eux, déductibles. Donc, vous ne pourrez plus défiscaliser sur les versements. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de continuer de verser, hein, c'est pas ce que je dis, mais sur le plan fiscal, ces déductions ne seront plus prises en compte sur le volet fiscal. Donc, vous ne vont plus venir en moins de vos revenus, donc de votre impôt sur le revenu, à compter de 70 ans. Alors, le corollaire de ça, c'est que les sorties en capital qui seront versées pour ces versements au-delà de 70 ans seront exonérés d'impôt sur le revenu. Ça, c'est un peu logique, j'ai envie de vous dire. Ce que vous ne déduisez pas d'un côté, vous ne le payez pas de l'autre. Ça, c'est le principe des vases communicants de la fiscalité française, de manière générale. Il y a une forme de logique. Donc, du coup, ce que vous n'aurez pas déduit dans les versements près de 70 ans, lorsque vous sortirez ce capital lié à ces versements au-delà de 70 ans, bien sûr, eux, ils ne seront pas fiscalisés. Ça, c'est la nouveauté. Ça ne concerne pas les versements avant 70 ans, bien sûr. Là, il n'y a aucun changement par rapport à ce que vous connaissez. Autre changement, les sorties en rente vont suivre le régime des RVTO, donc c'est les rentes viagères. C'est les rentes viagères qui sont versées après 69 ans. Ça veut dire que vous aurez 30% de la rente qui sera imposable, donc 70% de cette rente viagère qui ne seront pas imposables. Ça, c'est également une nouveauté qui est liée bien évidemment à la refonte de cette réforme qui fait qu'au-delà de 70 ans, vos versements ne sont plus défiscalisants. J'insiste bien, c'est la sortie en rente. La sortie en capital, elle, est exonérée. Voilà. Donc ça, c'est la première nouveauté du PER, donc qui n'est clairement, elle, pas favorable. Heureusement, c'est quand même assez perché, on est au-delà des 70 ans, ce qui doit vous rappeler la règle au niveau des contrats d'assurance vie. L'autre élément, par contre, qui est positif pour le PER, c'est le plafond de déduction. Je vous rappelle la règle. Quand vous avez un client qui verse un PER tous les ans, vous, votre travail généralement, ça va être d'optimiser le versement pour faire en sorte de faire votre savant calcul, pour faire en sorte en tout cas que votre client verse sur le PER un montant maximal à ne pas dépasser qui vont dépendre du fait que votre PER soit en retraite, soit en maladie, soit en prévoyance, et vous savez que ce n'est pas les mêmes plafonds qui sont calculés par rapport aux revenus de vos clients. Le fait est que quand vos clients versent tous les ans, vous allez faire un calcul pour atteindre le montant maximal de la déduction et ne pas dépasser le montant maximal. Sinon, vous allez perdre cette déduction, en tout cas sur le plan fiscal. Rien ne vous empêche de verser plus, bien évidemment, dans un optique d'optimiser la retraite de vos clients. Par contre, sur le plan fiscal, si vous dépassez le plafond, eh bien, vous n'avez pas l'objet défiscalisant. Si maintenant vous êtes sur un client, sur une première année, un nouveau client qui vous dit, voilà, j'ai compris le système, j'ai envie de cotiser au PER, je vais avoir cette déduction. Vous aviez jusque-là la possibilité d'utiliser les reports des 3 dernières années, dit différemment, les plafonds non utilisés des 3 dernières années de votre client, qui figurent où en page 3 de votre avis d'imposition, si vous ne les connaissez pas. En page 3, vous avez toujours 3 lignes avec les reports justement de ces plafonds PER qui n'ont pas été utilisés au cours des 3 dernières années. Ce qui veut dire que schématiquement, sur un nouveau client que vous avez sur une première année, quand vous faites le versement, vous pouvez optimiser 4 ans. L'année en cours, plus les 3 derniers plafonds des 3 dernières années non utilisés. Donc c'est un cadeau fiscal qui vous permet au moins la première année de faire un gros versement afin de défiscaliser énormément. Et bien désormais, alors cet amendement, il était curieux parce qu'il a été placé, il a été supprimé et il a été remis sur la dernière ligne, sur le fil du rasoir, comme on dit. Désormais, ce plafond de report, il ne sera pas de 3 ans, mais de 5 ans. Donc vous aurez 5 ans, ce qui veut dire que pour un nouveau client, en année 0, vous pourrez lui faire verser l'année en cours plus 5 ans. Donc vous aurez 6 années d'utilisation de plafond pour défiscaliser votre client sur une première année de versement de PER. Alors que je vous dis sur une première année, on peut également raisonner par année glissante. Je m'explique, c'est que votre client, il n'a peut-être pas forcément les moyens de verser 6 années d'un coup, on est bien d'accord. Sauf que comme s'il n'a pas les moyens de verser 6 années d'un coup, vous allez utiliser le plafond de l'année la plus ancienne, évidemment l'année en cours, ça va de soi. L'année suivante, vous aurez toujours malgré tout 4 années de report que vous n'avez pas utilisées. L'année suivante, vous aurez les 3 années de report, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça vous permet quand même d'avoir un levier fiscal nettement plus avantageux que ce qu'on avait aujourd'hui avec les 3 ans. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, mauvaise nouvelle, ces rentes qui sont plus défiscalisables au-delà de 70 ans, donc pour les versements après 70 ans. Et la bonne nouvelle, en tout cas, c'est le fait d'avoir ce plafond qui est étendu de 3 à 5 années.
au niveau du PER. Est-ce que vous avez des questions, sachant que cet amendement-là, je crois que je vous l'avais dit lors des derniers slides qu'il était supprimé, et ils l'ont remis sur le fil du rasoir. Donc, entre la rédaction de mon dernier slide, qui doit dater d'il y a 15 jours, je crois, et le rejet du 49.3, donc la motion de censure du gouvernement. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je prends ça pour un non, donc je continue. Donc, moralité de l'histoire, faites du PER, en tout cas. Pour ceux qui n'en faisaient pas, faites-en, pour ceux qui ont les habilitations, parce que du coup, ça va être un levier d'autant plus important cette année, en termes d'outils de défiscalisation, à partir du 1er janvier 2026. Précision, parce que je ne l'ai pas dit au tout début, par rapport à l'année dernière, je l'avais écrit dans les précédents slides, mais je vous le dis, toutes les mesures que je vous évoque là, qui ont été donc votées il y a une semaine en arrière, donc on était, je ne sais plus combien on devait être autour du 23 ou du 24 janvier, elles sont toutes rétroactive au 1er janvier de l'année. Je vous le dis parce que ça n'a pas été le cas l'année dernière. Je vous rappelle que l'année dernière, ça avait été encore plus long, encore plus laborieux. On avait accouché d'une loi sur les finances 2025 à l'horizon du 14-15 février. Et la plupart des mesures votées, hormis la loi des finances spéciales sur les budgets de l'État, n'avaient pas été rétroactives sur le volet, en tout cas défiscalisant. Elles n'avaient pas été rétroactives. Ça veut dire que certains investissements que vous auriez pu faire, je pense au FIP, au FCPI, n'étaient pas éligibles entre le 1er janvier et la promulgation de la loi. Donc, ce qui était quand même très dérangeant. Là, c'est pas le cas parce que dans la loi des finances spéciales qui a été passée fin décembre, ils ont mis une clause de rétroactivité pour qu'il y ait un espèce de gage, il y a un semblant de sécurité, de stabilité dans le système fiscal français pour une fois, on va dire, pour une fois. Donc tout ce que je vous dis est bien rétroactif au 1er janvier, ce qui est une bonne nouvelle. Pacte Dutreil. Donc on arrive au fameux pacte Dutreil qui est passé de tout, de tout à rien parce qu'il devait être dans certains amendements complètement supprimé. Dans d'autres amendements, tout ce qui ne figure pas dans ces slides, je vais vous les évoquer, au moins on ne les évoquera plus, il devait être plafonné à un montant global de donation à 2 millions d'euros, complètement plafonné. Dans d'autres, on avait une exclusion totale de tout ce qui était investissement immobilier direct et indirect. Vous voyez que ça ne figure pas dans ces slides non plus. Donc, il y a eu un énorme écrémage des multiples amendements, et en tout cas les plus significatifs ont été supprimés pour le coup, pour avoir ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, juste pour rappel, avant de voir les modifications, il est quand même bon ton de se rappeler comment fonctionnait le Dutreil jusqu'à aujourd'hui et quel est l'intérêt du Dutreil. Le Dutreil, c'est le plus gros véhicule transmissif de société qui existe aujourd'hui en France, globalement. Vous avez un dirigeant qui a des parts de société, un ou une ou plusieurs sociétés, soit détenues en direct, soit détenues par une holding animatrice. Vous mettez un pacte sur la holding animatrice ou sur ses filiales une à une, ou alors sur sa société s'il n'y a pas de holding bien sûr, et vous faites un engagement. Jusqu'ici, un engagement, alors tout d'abord un engagement individuel qui était de 2 ans, puis un engagement collectif de 4 ans auprès de qui? Vos enfants, c'est les enfants du dirigeant bien sûr. Ça vous assurait un abattement de 75% de l'intégralité de la valeur des titres transmis aux enfants. Et ensuite, du coup, les enfants, au bout des 2 plus 4, ou au bout des 6 ans, s'ils souhaitaient vendre les titres de la société faisant l'objet de l'engagement Dutreil, ils vendaient les titres normalement, mais ils ont bénéficié au démarrage de droits de donation à titre gratuit, donc les fameux DMTG, pour ceux qui connaissent, donc d'un abattement de 75%. Donc, dit différemment, si je vous donne un exemple, j'ai une société qui vaut 1 million d'euros, plutôt que de payer des droits sur 1 million d'euros, je ne vais payer des droits que sur 25%, donc sur 250 000. Voilà, ce qui était un énorme levier. Jusqu'ici, toujours, quand je mettais un pacte Dutreil, je devais vérifier 2 choses. C'est que j'avais une activité qui était professionnelle dans ma filiale ou mes filiales, et que ma holding, si c'était ma holding qui portait l'engagement Dutreil, était animatrice. Condition obligatoire. Sinon, beaucoup de jurisprudence en la matière et beaucoup de requalifications en la matière. D'accord. Qu'est-ce qui change? Le taux de 75% ne bouge pas. C'est une bonne nouvelle parce que dans les multiplicités d'amendements, il y avait également des baisses du taux. Certains voulaient descendre à 50%, d'autres à 25%. Je vous passe les meilleurs. Le taux reste à 50%. Le critère de société professionnelle est toujours applicable et de holding animatrice, bien entendu, est toujours applicable. Sauf que désormais, il y aura l'application de 75% sur ces sociétés, mais un critère, donc un droit de regard actif par actif dans les sociétés. Ça veut dire que schématiquement, si vous avez une holding animatrice avec des sociétés exploitantes et d'autres sociétés qui ne le sont pas, ou si votre dirigeant a, entre guillemets, planqué certains actifs que je vous cite ici, les biens de chasse, de pêche, les résidences de chasse ou secondaires, les yachts, les bateaux, les avions, les jets, donc les jets privés, on peut imaginer, les voitures de luxe, les véhicules de tourisme, les bijoux, les métaux précieux,
Les objets d'art, mais je vais y revenir parce qu'il y a des objets d'art, pas tous, les chevaux de course ou de concours, et enfin tout ce qui était vin et alcool, tous ces éléments-là seront retraités et donc ne seront pas dans l'abattement de 75%. Ce qui veut dire que c'est un petit peu comme le fonctionnement de l'impôt sur la fortune immobilière, comme vous connaissez aujourd'hui. Vous savez qu'on fait un calcul, on regarde dans une société la composante immobilière, donc on fait un ratio immobilier sur le total de l'actif finalement aujourd'hui. Et ben c'est le même principe là qui va être fait demain. Donc on va prendre les sociétés où il y aura un pacte du treuil et on va les regarder actif par actif, les actifs que je vous ai cités ici qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle. Alors pourquoi je vous dis ne pas affecter à une activité professionnelle? La notion elle est très importante. Imaginons votre client, il a comme activité principale la location de véhicules de luxe ou la mise à disposition et l'affrètement de jets privés. Ça peut être une vraie activité pour le coup. Ben là, le fait d'avoir des véhicules qui sont loués, professionnels, vraiment loués, hein, parce qu'il y a beaucoup de véhicules, de structures juridiques qui sont fantoches avec des voitures à l'intérieur, mais qui ne sont pas vraiment louées, ça ne marchera pas, bien sûr. Mais si ces actifs ont vraiment un objet, qui sont affectés à l'objet social professionnel, eh bien, vous aurez bien l'application de l'abattement à 75%. Il n'y a pas de débat. Okay, si par contre, ils ne sont pas affectés et qui sont planqués dans les holdings, c'est souvent le cas des holdings, ou dans les filiales, hein, ou même les sous-filiales, pour le coup, eh bien, ils seront exclus de l'abattement de 75%. Et d'ailleurs, je reviens sur ce point de sous-filiale, c'est la partie anti-contournement, là où je passe ma souris. Ils vont regarder maintenant, ils vont exclure, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, les filiales et les sous-filiales sur lesquelles porte l'engagement du treuil. Pourquoi? Ça, c'est issu d'une jurisprudence de 2025 sur le fait qu'il y avait c'était un agent immobilier, c'est une agence immobilière qui avait une holding avec son fonds commercial, qui avait ses murs professionnels d'agence, il y avait plusieurs agences d'ailleurs, donc ça évidemment c'est clairement dutréable parce que c'est affecté à l'activité professionnelle, et il se trouve que dans les multiples SCI où il y avait les biens pro, il y avait des sous-filiales où il y avait des biens immobiliers locatifs, donc qui étaient des biens non professionnels, donc qui étaient l'objet du pacte. Le fisc a attaqué cette société, cette agence, ce groupement d'agences, et le fisc a fini par perdre, donc à leur grande dame, c'est pour ça qu'il y a cette clause anti-contournement, parce que dans la définition du pacte du treuil, il n'était pas prévu de regarder dans les sous-filiales. Ça veut dire qu'à partir du moment donné où vous aviez un pacte sur une société, eh bien tout ce qui était en dessous bénéficiait du pacte. Donc qu'est-ce qu'ils viennent de faire? En fait, ils viennent de modifier la loi donc, au niveau du pacte du treuil, c'est l'effet anti-contournement, pour faire en sorte que même les sous-filiales et les filiales, ou même les sous-sous-sous-filiales, hein, il n'y a pas de limitation, soient concernés par cette règle. Voilà. Donc, ça, c'est les changements. La bonne nouvelle à ça, c'est que vous voyez qu'on ne parle plus d'immobilier. L'immobilier a été retiré des biens considérés comme somptuaires. Alors, sous réserve que l'immobilier, je vous le dis quand même, soit affecté à l'activité professionnelle. Hein. Si vous planquez des biens immobiliers divers et variés, ça va être le mot résidence qui est évoqué ici. Et si ce n'est pas affecté à une activité professionnelle, votre activité professionnelle, ou un fonds hôtelier, ou un bail commercial d'exploitation de centres de loisirs, par exemple, si c'est le cas, ça marchera. Si ce n'est pas le cas, vous serez retoqué sur cette cote-part-là. Donc, l'affectation a vraiment son importance. Ça, c'est les premiers points. Deuxième point, la condition de durée de détention depuis l'acquisition. Il faut que ces biens considérés comme somptuaires au sens fiscal du terme soient affectés à une activité professionnelle, mais aient été affectés au moins 3 ans avant la transmission et maintenus jusqu'à l'engagement de la revente. Ça veut dire que si aujourd'hui vous affectez des biens dits somptuaires à une activité professionnelle pour contourner cette nouvelle loi, eh bien ça ne marchera pas parce qu'il faudra que ces biens aient été affectés 3 ans avant la transmission et maintenus jusqu'à la fin de l'engagement. Et que je dis la fin de l'engagement, ça me fait une transition sur mon point d'après. L'engagement désormais, qui était de 2 ans d'engagement individuel et 4 ans d'engagement collectif, sera désormais de 2 ans plus 6 ans. C'est-à-dire que l'engagement collectif, donc parent-enfant, passera à 6 ans. Donc vous aurez du coup un pacte qui va durer désormais 8 ans en tout. Et c'est aligné pour le pacte du treuil qui est mis sur les entreprises individuelles. Donc voilà, changement de durée. Et ne confondez pas la durée du pacte, donc ces fameux 6 plus 2 maintenant désormais, et la condition d'affectation qui nécessite une affectation de 3 ans au préalable. Ça, c'est nouveau aussi. Ce qui a été également, par contre, supprimé, ça c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des clauses dites anti-abus pour ce qu'on appelle le réputé acquis, et les FBO, c'est des family buyout, je vais y venir. Le réputé acquis, c'était une clause qui était très importante, et heureusement qu'ils l'ont supprimé, c'était le fait que vous aviez un dirigeant
il n'avait pas de pacte Dutreil. Et malheureusement, il prédécédé, donc subitement, a priori, c'était pas forcément prévu par rapport à son âge, on imagine. Vous passez devant notaire et le notaire vous dit généralement, on va faire un pacte Dutreil pour les enfants, parce qu'on a des enfants repreneurs, et on va regarder que les conditions de l'engagement individuel de 2 ans, donc du dirigeant prédécédé, étaient respectées. Alors, je ne vais pas tout vous les redonner, mais c'était des engagements de direction continue pendant 5 ans, taux de détention à minima pour une société non cotée de 34%, 20% pour les titres cotés, etc., etc., etc. Si toutes ces conditions étaient réputées acquis au moment du décès, eh bien, on considérait comme le pacte avait été signé de manière rétroactive 2 ans plus tôt. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le réputé acquis. Et donc, du coup, vous n'aviez plus que l'engagement collectif avec les enfants, donc les 4 ans jusqu'ici, 6 ans maintenant, comme vous l'avez compris, donc à garder dans le temps. Il était prévu de supprimer ce réputé acquis, ce qui mettait à mal des stratégies finalement qui étaient bienvenues pour des pré-décès finalement non anticipés. Donc heureusement, ils l'ont supprimé. Et les FBO, c'est ce qu'on appelle les Family Buyout. Alors pour ceux qui ne sont pas coutumiers de ces montages, c'était des montages qui permettaient de faire un pacte Dutreil, de transmettre aux enfants, mais dans les enfants, vous en aviez un qui était le repreneur, qui allait vraiment suivre derrière, qui allait être le futur dirigeant, et vous aviez les autres enfants qui, eux, globalement, étaient bénéficiaires du pacte, mais n'allaient pas reprendre. Donc, pour ne pas défavoriser les enfants qui n'allaient pas diriger, parce que vous ne pouvez pas le faire, finalement, parce que quand vous faites un pacte Dutreil, vous allez faire une donation partage, en plus. Donc, vous devez avoir des lots de même valeur à tous les enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On allait créer une holding de tête dans lequel on allait apporter une partie des titres et vendre une partie des titres, donc le fameux FBO, donc on allait créer une dette au niveau de la holding, faire rentrer l'enfant repreneur et les autres enfants, et on allait constater une soulte de reprise qui correspondait ni plus ni moins à un compte courant d'associés des enfants non repreneurs au niveau de la holding. Et c'est ça qu'on appelait le FBO du Treuil, si vous voulez. C'était une holding de reprise hybride avec un apport et une cession en même temps. Il était prévu de le supprimer parce qu'évidemment, il y avait un effet d'aubaine et d'optimisation, c'est que vous sortiez des liquidités de une, sans fiscalité, et de deux, vous aviez ces comptes courants d'associés qui ne prenaient pas de fiscalité non plus, et de trois, vous minimisiez la valeur de la holding parce que vous lui faisiez porter de la dette. Donc, comme il y avait de la dette dans une holding, l'assiette taxable qui était déjà abattue de 75%, elle est encore plus abattue de la dette. Donc, c'était un excellent montage. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient prévu de le supprimer. Ça ne sera pas le cas. Donc, du coup, cet amendement a été supprimé. Donc, vous pourrez toujours faire ces excellents montages de FBO couplés avec un Dutreil. Et dernier point, les actifs numériques, donc tout ce qui était crypto-monnaie en clair, qui devaient être exclu du Dutreil, et bien du coup, cet amendement a été supprimé. Donc, vous pourrez toujours avoir des actifs numériques dans les holdings et dans les exploitantes, et ça bénéficiera du Dutreil. Alors, j'apporte une précision, ce qu'on le verra dans la taxe sur les holdings, c'est qu'il faut quand même que ces actifs numériques aient une velléité de placement de liquidités à des fins professionnelles. Enfin, sous-entendu, c'est des liquidités dormantes que vous avez placées comme des VMP, des actions, des obligations, qui peuvent servir, alors si c'est une holding dans le cadre d'un futur investissement, si c'est dans les sociétés exploitantes, elles sont dormantes, donc on imagine qu'elles sont au-delà du BFR, et donc du coup, elles n'ont pas été affectées. Si c'est des pures liquidités dormantes, à mon sens, on verra le décret d'application, elles pourraient de nouveau se retourner contre nos dirigeants et être taxées, donc exclues des 75% d'abattement. Voilà, il y a un autre amendement que je n'ai pas indiqué qui a été supprimé, c'était le fait qu'il fallait au moins un des enfants bénéficiaires du Dutreil qui devait être majeur. Oui. Ça fait partie des amendements qui avaient été proposés, ça n'a pas été repris. Donc, ce qui veut dire que si vous avez des enfants, tous mineurs, au moment donné où vous signez le pacte, bon, là où ça sera embêtant, c'est que lorsqu'ils en bénéficieront, il faudra bien qu'à un moment donné qu'il y en a un qui le dirige, donc il faut qu'ils deviennent majeurs un jour. Mais lorsque vous signez le pacte, ce n'est plus une problématique, c'est un amendement qui a été retiré aussi. Donc vous voyez, c'est une réforme plutôt light, je trouve, hormis la durée de l'engagement qui est un peu plus laborieuse, qu'il faudra quand même 8 ans, et cette condition d'affectation de 3 ans au moins avant la transmission. Ça, c'est un peu plus dérangeant parce qu'il faut quand même, il faudra quand même prévoir dans le temps, dans une durée un peu plus longue, l'affectation professionnelle des actifs qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet épineux, parce qu'il a fait beaucoup couler d'encre, celui-là, pour le coup, ou sur des amendements passés que j'aurais pas évoqués qui ont été supprimés? Bon, j'ai essayé de faire le tour des amendements supprimés, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, mine de rien. Je pense n'avoir rien oublié, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est un sujet épineux. Pas de questions? Ok, bon, ça veut dire que j'ai été complet.
Taxe sur les holdings. Alors, on revient de loin. Les taxes sur les holdings étaient à la base la fameuse taxe Zuckman, dont vous avez tous entendu parler, qui était là pour taxer les super riches au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine privé, professionnel, tout confondu. Cette taxe, initialement, avait un taux de taxation de 2%. Pas de 20, mais de 2%. Sauf qu'elle ne concernait que les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros. Donc on est loin de la taxation qui est prévue à aujourd'hui, parce que vous avez une assiette qui était très très large, donc un taux qui était très très faible et à des montants très élevés pour le coup. La nouvelle taxe Zuckman, elle est remplacée par la taxe sur les holdings patrimoniales. Elle ne concerne finalement que certains biens, et vous voyez que c'est très très proche finalement des biens qui sont exclus du Dutreil, parce qu'elle ne va concerner que des biens qui auraient été planqués dans la holding. Ça veut dire des résidences mises à disposition du dirigeant, mais mis dans la holding. Alors on pense par exemple à la résidence principale. Vous savez que vous avez pas mal de holdings dans lesquelles les résidences principales sont à l'intérieur, voire même des résidences secondaires qui sont louées avec des flux. Les yachts, les avions privés, les voitures de luxe, les chevaux de course et les métaux précieux. Vous retrouvez, que vous regardez bien, quasiment les mêmes biens somptuaires que vous aviez ici. J'ouvre une petite parenthèse, je vous ai dit que je reviendrai dessus sur les objets d'art. Je ne suis pas revenu dessus. Les objets d'art seraient taxés, sauf ceux qui sont des objets d'art qui sont visibles dans les bureaux ou dans des galeries d'art dans un objectif culturel français. Ceux-là sont exclus de la taxation du Dutreil. Je ferme la parenthèse, que j'ai oublié de revenir dessus. Mais vous voyez qu'on a à peu près les mêmes biens somptuaires qui vont être pris en compte dans l'assiette taxable des holdings, sauf les œuvres d'art, et là c'est la totalité des œuvres d'art. Donc toute œuvre d'art pour le coup qui serait dans une holding, même si elles ne sont pas exposées, ne seront pas pris en compte dans ces taxations de 20%. Donc il y a uniquement ça. La trésorerie, vous remarquerez qu'elle n'est plus dedans. Il n'y a plus la trésorerie. À la base, au tout début, donc le taux n'était pas de 20, hein, on a eu des taux à 5, des taux à 10, des taux à 15, enfin, on a eu à peu près de tout et de rien. La trésorerie des holdings devait être taxée dans les 20%, ce qui était juste castrateur. Parce que pour rappel, le fonctionnement d'une holding, c'est comme d'avoir des liquidités de côté à minima, dans le but de pouvoir dégainer rapidement lorsque vous voulez faire un LBO et racheter une cible. Donc si vous n'avez plus de trésorerie dans les holdings, c'est quand même compliqué. Donc la stratégie anti-évitement qui aurait été prise en compte, ça aurait été de rapatrier les holdings, la liquidité des holdings dans les filiales sous-jacentes. Clairement, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc là, on n'aura pas besoin de le faire parce que la trésorerie n'a pas été reprise dans cette taxation, et heureusement, parce que 20% sur une trésorerie excédentaire significative, ça aurait été fort dommageable. Surtout que, alors je vois que je ne l'ai pas écrit ici, le déclenchement de cette taxation de 20% sur les holdings, c'est à partir de 5 millions d'euros de patrimoine net. D'accord, 5 millions de patrimoine net. Donc, ce qui veut dire que demain, ça ne concerne quand même pas les TPE, on est plutôt sur de la PME, voire de l'ETI, et ça ne concerne qu'uniquement pour ces holdings qui valent plus de 5 millions, uniquement les biens somptuaires que je vous ai évoqués ici, exclusion des œuvres d'art. Et ça, alors, ça c'est le premier point, donc 5 millions, les biens somptuaires, et ça ne concerne que, ce qui est écrit sur la droite ici, les personnes physiques qui détiennent à partir de 50% de la holding. Ça veut dire qu'on exclut les minoritaires de cette taxation holding. Pourquoi? Parce qu'on considère que les minoritaires n'ont pas forcément de pouvoir décisionnel et de contrôle sur les investissements faits sur les holdings, vu qu'ils sont minoritaires. D'accord? Donc, uniquement les personnes physiques qui détiennent à minima 50%. Ils ont juste mis une petite clause anti-évitement. C'est que si vous avez des sur-holdings de contrôle, vous voyez les schémas, vous avez une holding animatrice, vous avez des holdings passives, etc., 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 on va considérer qu'à partir du moment donné où vous avez des holdings qui détiennent, des holdings intermédiaires qui détiennent la holding principale à partir de 50%, donc des holdings intermédiaires, eh bien que la personne physique qui est tout en haut sera réputée comme détenir 100% de la holding, donc être fiscalisée et donc payer cette taxe sur les holdings. Ça, c'est pour éviter, vous voyez, les schémas de dilution où on commence à mettre des holdings en cascade avec des dilutions en haut et finalement, on ne sait plus qui est la personne physique finale. Et bien évidemment, dans ce ratio de 50% de détention indirecte, sont pris en compte toutes les participations familiales. Donc, l'holding, madame, monsieur et les enfants, 33, 33, 33, ça ne marchera pas parce qu'on va additionner l'intégralité des détentions du foyer fiscal. Okay. Alors, le terme nous dit foyer fiscal, ce qui sous-entendrait que des enfants en dehors du foyer ne seraient pas pris en compte. D'accord? Ils seraient pris séparément, bien sûr. Encore une fois, je vous parle avant d'avoir des décrets d'application, donc on aura plus de précision après. Les dettes sont déductibles, bien évidemment. Si vous avez des dettes qui vont en face de ces biens qui sont taxés, eh bien, c'est comme dans l'IFI, ce qui va être taxé, c'est l'actif net.
Donc, si vous avez un yacht qui vaut 5 millions, encore 5 millions, je pense que c'est pas cher pour un yacht, mais vous avez 4 millions de dettes en face, l'actif net qui va être taxé, c'est 1 million. C'est pas les 5 millions, bien sûr. Sauf qu'ils ont introduit évidemment des clauses anti-abus comme pour l'IFI. Et en clair, les prêts in fine, vous savez, les prêts in fine qui ne se remboursent, alors pas, enfin plutôt tardivement, généralement à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans au maximum. Il n'y a qu'en Suisse où vous avez des prêts in fine qui sont à perpétuité. Ces prêts in fine seront considérés comme pour l'IFI comme amortissables. Donc ça veut dire que votre prêt in fine aura une durée d'amortissement théorique de 5 ans. Donc ça veut dire que chaque année, l'État va considérer que vous avez un capital qui est amorti et donc que votre dette va diminuer dans le temps dans l'objectif d'augmenter votre assiette taxable. Voilà, comme pour l'IFI, ça marche pareil. Le niveau du calendrier d'entrée en vigueur, pour se mettre en conformité, sortir les actifs qui étaient planqués et éviter cette taxation, eh bien, ça sera à compter des exercices clos au 31/12/2026, donc une première application en 2027. Donc ça veut dire que là, on a une année blanche qui doit vous rappeler quelque chose, hein, qu'on a une année blanche quand on a eu le PAS, le prélèvement à la source. C'est pareil. Donc, on a une année blanche pour se mettre en conformité. C'est l'année 2026. Donc, c'est le moment de bouger les actifs qui pourraient être taxables, réaménager les structures juridiques pour éviter dans cette taux de détention de 50% directement ou indirectement, afin d'éviter cette taxation. Dernière chose sur ce slide, la contribution sur les hauts patrimoines qui devait remplacer l'IFI, je l'ai mis dans mes différentes formations aussi, est supprimée. Alors, cette contribution en un seul mot, hein, c'était un retour à l'ISF. Hein. Elle a été supprimée. Donc, on garde l'IFI tel que vous le connaissez. Cette contribution sur les patrimoines, elle est supprimée. Et finalement, on a cette taxe, certes de 20%, mais qui est très limitative sur les biens qui seront taxés, sans la partie trésorerie. Donc, on s'en sort plutôt très bien, je trouve, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie holding ? Ou est-ce que c'est clair? C'est clair. Ok. Donc, vous voyez, on s'en sort plutôt pas mal, encore une fois. L'apport cession, mon fameux 150 obétaires. Alors, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est que ce 150 obétaires? Vous avez un client, particulier, personne physique, dirigeant généralement, qui a une ou plusieurs sociétés, il n'a pas de holding. Et donc, vous lui expliquez que le schéma de holding, il est très bien en régime Murphy, parce que ça lui permet de passer d'une fiscalité de 30% sur ses dividendes à une fiscalité de 1,40%, la quote-part de frais et charges, je vous le fais en cours, et d'une fiscalité sur les plus-values de 30 à une fiscalité de 3%. Pourquoi 3%? Parce que pareil, c'est le régime Murphy. C'est une quote-part de frais et charges qui n'est pas taxée, qui est taxée plutôt, et le reste n'est pas taxé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos filiales, vous les valorisez et vous les apportez à une holding. Sauf que quand on apporte des titres d'une filiale à une holding de tête, il se passe que vous allez dégager ce qu'on appelle une plus-value latente, parce que si j'ai créé ma filiale avec 1 000 € de capital social et qu'elle vaut 1 million lorsque je l'apporte, j'ai donc une plus-value latente, même si je n'ai pas vendu, de 999 000. Et en France, le système fiscal fait que généralement, des mouvements de titres, même si ce n'est pas des ventes, le fait qu'il y ait un changement de propriété, ça peut me déclencher de fiscalité imposable. Heureusement, on n'en a pas, parce qu'on a le fameux 150 obétaires qui est le régime de report d'imposition. Et donc, si vous prenez vos titres, que vous les apportez à une holding de tête et que vous les conservez 3 ans avant de vendre ces parts, eh bien, vous allez constater cette plus-value latente, mais vous n'allez pas la payer. Voilà, ça c'est le principe de ce qui existait à aujourd'hui. Et ce qui existait aussi, c'est que par contre, si vous apportiez ces titres à la holding et que vous les vendiez avant le délai de 3 ans de conservation obligatoire, eh bien, ça déclenchait une imposition, sauf si vous réinvestissiez 60% du prix de vente de ces titres que vous avez apportés et vendus avant 3 ans. Ça déclenchait une imposition. Et si vous réinvestissiez 60%, ça ne déclenchait toujours pas d'imposition. On va dire que c'était votre plan bis. Soit vous attendiez 3 ans, si vous n'attendiez pas 3 ans, ce n'est pas grave, mais vous deviez réinvestir 60%. Dans quoi? 2 choses. Des sociétés professionnelles, donc des actifs éligibles, donc des sociétés pro, pas de l'immobilier locatif, pas des placements financiers simples, ou des fonds d'investissement, c'est des fonds à capital risque de type FCPR, ou des FCP, pas des FCPI, mais des FCPCI, qui sont des fonds à capital risque généralement, mais qui étaient éligibles 150 obétaires parce que la composition de ces fonds gardait la même règle qu'un investissement direct, sous-entendu des actifs ou des sociétés professionnelles, en clair. Ça voulait dire ça. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que le quota de réinvestissement, donc si vous n'avez pas respecté ce délai de 3 ans après l'apport, mais vous voulez quand même pas payer l'impôt, donc vous devez réinvestir, demain, vous devrez plus, demain c'est aujourd'hui, hein, c'est depuis le 1er janvier 2026, vous ne devrez pas réinvestir que 60%, mais 70%. Précision, ce n'est pas de la plus-value, hein, c'est du prix de vente de votre filiale. Je vous donne un exemple concret. Lorsque j'apportais une filiale, j'avais une plus-value latente parce que j'avais un gros capital social de 500 000 €, mais je vends cette filiale 1 million d'euros dans ma holding avant les 3 ans.
Si vous devez réinvestir 70%, ce n'est pas 70% de votre plus-value de 500 000, hein, c'est 70% du prix de vente, donc de 1 million. Donc c'est 700 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. J'ai une augmentation du quota de réinvestissement. Ensuite, le délai de conservation. Les actifs pour lesquels j'ai réinvesti, donc c'est 70% demain, ces actifs devaient être conservés 2 ans. Désormais, vous devrez les conserver 3 ans avant de les liquider. Bon, si vous investissez dans des fonds éligibles sur 50 obétaires, de toute façon, la question ne se posait pas dans la mesure où il se liquide au bout de 5 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de question. L'exclusion explicite de tout ce qui est gestion de patrimoine, mobilier, immobilier, activités bancaires et financières sont exclus des réinvestissements. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'était déjà le cas avant. Le seul point qui pouvait être encore litigieux, c'était le LMP. Si vous étiez LMP, c'était loueur en meublé professionnel, finalement, c'était une activité professionnelle. Donc, vous pouvez se dire, ça pouvait être éligible, mais il y a eu tellement de jurisprudence qui sont venus tantôt donner raison au contribuable, tantôt donner raison à l'administration fiscale, que là, au moins, ils mettent tout le monde d'accord. L'immobilier est exclu, il est exclu, basta. La question, et auquel je n'aurai pas la réponse à aujourd'hui à vous donner, parce que ça dépendra du décret, quand on parle d'immobilier et d'activité bancaire, moi, je pense instantanément aux clients qui vont racheter un fonds hôtelier et les murs qui vont avec. Montage qui était très souvent utilisé parce que qui dit mur pro et fonds hôtelier, c'est une activité professionnelle. Si les murs sont affectés à l'hôtel et que vous avez le fonds, c'est donc une activité professionnelle. En tout cas, hier. Là, demain, le fait d'avoir mis ce terme très générique d'immobilier, je ne sais pas quelles sauces vont être mangées. Donc, je ne sais pas si même des réinvestissements dans des fonds hôteliers seront encore éligibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, activité bancaire ou financière, vous décidez pour employer vos liquidités, de créer un fonds d'investissement professionnel avec une accréditation AMF. Possible. Grosse liquidité, je crée mon propre fonds, je crée mon family office finalement, montage très utilisé. À demain, ça ne sera plus possible. Donc ça ne sera pas pris en compte dans les 70%. Ça, c'est une certitude pour le coup. Donc ça va éliminer certains types de réinvestissement pour les gros clients qui ont des grosses liquidités et qui étaient en capacité de créer leur propre fonds d'investissement. Voilà. Dernier point, conservation des biens et des titres acquis en remploi. Alors là, c'était dans le cas de figure où vous réinvestissiez dans les parts sociales d'une société nouvelle, donc pas dans un fonds, mais vous allez réinvestir vous directement. Et ben, du coup, les délais de conservation étaient que de 1 an, et ben, ils passent à 5 ans. Donc ça veut dire que vous avez un délai qui est allongé et qui est aligné sous le régime qu'on appelait intermédiaire. Donc du coup, vous devrez garder ces titres 5 ans alors que les fonds, les autres investissements indirects comme les fonds, là, vous les conserverez 3 ans. Mais ce qui revient, comme je vous l'ai dit, exactement au même, dans la mesure où les fonds FCPR de type 150 obétaires se débouclent généralement à 5 ans. Donc, au bout du compte, retenez que le réinvestissement et les durées de conservation passent de 2 ou de 1 à 5 ans au bout du compte, et ça sera plus simple pour tout le monde. Dernier point sur ce 150 obétaires qui n'a pas été repris, ça c'est une bonne nouvelle. Le 150 obétaires vous permettait, après le décès du porteur, on va dire, de ce report d'imposition, donc celui qui avait apporté les parts, qui avait créé la holding, lors de son décès, ses enfants héritent de la holding de tête. Les enfants héritaient de la holding de tête, devaient conserver les titres. Alors, il y avait une règle à 6 mois et à 2 ans, mais c'était très, très, très limité. À l'issue de ces 6 mois et de ces 2 ans, les enfants hérités de la holding pouvaient liquider la holding, vendre les parts, faire une diminution de capital social, ce qu'ils voulaient, et le 150 obétaires n'était pas repris sur leur tête. En clair, en un mot, il disparaissait. Donc ce report d'imposition disparaissait. Dans les multiples amendements, il était proposé de supprimer cette condition. Ça voulait dire que les enfants, ad vitam aeternam, le jour où ils vendaient une holding, diminuaient le capital, etc., bougeaient les titres, eh bien, auraient dû payer le 150 obétaires qui finalement leur était transmis. Cet amendement n'a pas été repris, ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'il y aura toujours un héritage intégral de la part des enfants et une suppression de ce report d'imposition sur la tête des enfants, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce schéma de report avec les modifications qui sont plus des modifications de taux et de date au final, hein? Ah bon, un petit peu sur les activités de réinvestissement, mais ça reste limité. Est-ce que c'est clair? Pas de questions. Bon, j'accélère parce que je vois l'heure qui passe. Je vois qu'il est moins 5. On a vu les gros sujets là pour le coup, hein.
Management package, alors je vais passer relativement vite, sauf si quelqu'un a des questions spécifiques dessus. C'est une modification qui était déjà intervenue l'année dernière. Ça correspond principalement et généralement au top management qui travaille dans des grosses sociétés et surtout dans des fonds d'investissement et qui bénéficient d'un stock package. Ça veut dire de l'attribution gratuite de titres. J'ai pas dit attribution gratuite, donc action gratuite en droit français ou stock option de droit américain. Enfin RSU, pardon. Stock option, c'est pas une action gratuite, donc RSU de droit américain. L'année dernière, ce qui avait changé, c'est qu'ils ont dit la chose suivante: à partir de maintenant, quasiment l'intégralité en fait de ces actions sont fiscalisées comme un salaire. C'est comme si vous aviez une prime. Donc vous prenez TMI. Donc, ce qui a globalement mis à mal la stratégie d'optimisation sur ces management packages. Donc ça, c'est toujours le cas. Qu'est-ce qui a changé? Ah oui, et également, ils ont interdit le fait de stocker ces titres dans des PEA. Ça, c'était l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé cette année? Ils ont mis un schéma de report d'imposition possible pour la fraction qui était qualifiée de salaire, parce qu'il y a une petite fraction qui ne l'était pas. C'était lié à la surperformance des gérants de fonds, ce qu'on appelle le carry interest, donc qui n'était pas dedans, mais le reste était dedans. Donc c'est assez complexe au niveau technique. Eh bien, il y a un report d'imposition qui est possible pour la fraction qui a été qualifiée en salaire, mais sous condition de réinvestissement dans la structure. Donc si vous aviez les actions, plutôt que de prendre un impôt immédiatement, si vous les réinvestissiez dans la structure lors de la liquidation de ces actions, eh bien, si vous les réinvestissez dans la structure, vous avez un report d'imposition. Dit différemment, vous ne payez pas l'impôt tout de suite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Toutes les actions qui étaient dans les PEA, qui ne sont plus éligibles depuis l'année dernière, qui doivent être sorties de ces PEA, eh bien du coup, la sortie est désormais neutre, donc il n'y a pas de frottement fiscal, parce qu'il y a des sorties massives. Si vous aviez des pertes lors de la sortie du PEA, eh bien ces moins-values se compensent avec les plus-values, parce que jusque-là, ce n'était pas le cas. Et enfin, il y a une multiple de performance qui intègre des dividendes en complément de prix. C'est entre autres le carry interest, pour faire court, qui est du coup maintenant fiscalisé comme un dividende et non plus comme un salaire, donc à la flat tax. Donc voilà, je passe, c'est un schéma qui est assez complet. Alors, sauf si quelqu'un parmi vous ont des questions particulières sur le sujet, au pire, je vous invite à me contacter après la formation, parce que c'est quand même très particulier. IRPME, donc le fameux investissement Madelin, je vous rappelle, qui est vieux comme le monde, qui vous permet, si vous investissez dans une société directement, donc voire même votre société, hein, d'avoir une réduction d'impôt de 25%, ou si vous investissez dans des FIP ou des FCPI par an, vous savez, vous avez le droit à 12 500 euros par FIP et par FCPI et par membre par an. Donc ça vous fait donc 25 000 euros pour monsieur, 25 000 euros pour madame. Donc vous avez le droit jusqu'à 50 000 euros d'investissement. Ça, c'est l'assiette hein, d'investissement par an. Et vous avez le droit à un taux de bonifié depuis des années à 25%. Ce régime, pourquoi je vous en parle ici, qui est à mettre en parallèle avec l'investissement dans ce qu'on appelle l'épargne solidaire. En fait, c'est les foncières solidaires, les ESUS. Et vous aviez également le droit à un investissement à 25%, parce que je l'ai mis au même endroit. Ces régimes devaient être supprimés fin 2025. Complètement, littéralement, parce qu'il y avait une date de fin, globalement. Et bien, ces régimes, sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont prolongés, ils sont simplement recentrés sur des souscriptions intermédiaires, donc par l'intermédiaire de FCPI, mais uniquement dans des jeunes entreprises innovantes. JEI, c'est les jeunes entreprises innovantes. Donc, fort heureusement, les fameuses FCPI ont 1 an pour se mettre en conformité avec un ratio de JEI à l'intérieur. Mais en gros, si vous avez les bonnes FCPI et les bonnes FIP, vous aurez toujours le droit à ce taux de 18 qui passe à 25% une fois que ces FCPI se seront mis en conformité. Et elles ont de 30 à 48 mois suivant lesquels pour se mettre en conformité au niveau de ces ratios. Et puis pour les ESUS, pour ceux parmi vous qui en font, le taux bonifié de 25% est maintenu, tout comme celui des Madelins qu'on a vu sur la gauche, le taux Madelin, bien sûr, avec une rétroactivité au 1er janvier 2026. Et au moins, on a un taux qui est périn jusqu'à fin 2027, date à laquelle il faudra redemander l'accord de Bruxelles pour avoir ce taux bonifié de 18 à 25%. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour ces Madelins et ces ESUS que vous faites peut-être en FIP et en FCPI? C'est des investissements qui sont faits généralement tous les ans. Non, je passe. Les foncières solidaires, je vais passer encore plus vite. Pareil, c'était une réduction d'impôt de 25%, mais c'est des montants plus élevés pour investir 50 000 euros par personne et 100 000 euros pour un couple par an. Ça vous donne le droit de réduction d'impôt de 25%, exactement comme le Madelin qu'on a vu avant derrière. Qu'est-ce qui change? Simplement le délai. Vous aviez un délai investisseur de conservation de 5 ans et vous aviez un délai, une interdiction de rembourser, mais en société de 7 ans. Donc il y avait une dichotomie entre les deux. Désormais, le délai de conservation reste de 5 ans pour tout le monde. Donc c'est plus clair.
BSPCE, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises pour nos fameuses startups françaises, c'est uniquement limité aux startups françaises pour le coup, qui vous donnent le droit à une fiscalité qui est beaucoup plus avantageuse, mais qui avait beaucoup de règles de limitation. C'est que vous ne pouviez avoir des BSPCE que dans les sociétés mères pas dans les filiales ni dans les sous-filiales. Premier point. Et deuxième point, elles devaient être détenues à 25% par des personnes physiques, ce qui était relativement compliqué quand vous aviez des fonds d'investissement qui faisaient des levées de fonds, des séries A, des séries B. Désormais, les BSPCE peuvent être éligibles dans les filiales et dans les sous-filiales, et le capital social détenu par les personnes physiques est limité à 15%. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus ouvert. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les donations Coluche sont portées de 1 000 à 2 000 euros une nouvelle fois, comme l'année dernière, avec une réduction de 75%. Mais c'est déjà le cas l'année dernière. Et il y a un nouvel investissement, comme on a connu Notre-Dame, à Paris qui avait brûlé, pour les investissements, les donations que vous faites dans l'association Chambord pour la réfaction du château, a priori, qui est urgente, avec une réduction de 75% qui est limitée à 1 000 euros. Ça, c'est la petite nouveauté de cette année. Service à la personne qui est le plus utilisé, elle devait être plafonnée à moins de 10 000 euros par an. Je vous rappelle qu'à aujourd'hui, c'est 12 000 euros par an pour tout ce qui est aide à la personne. Vous savez, la femme de ménage, l'aide à domicile, les professeurs des enfants. Donc, on garde les plafonds que vous connaissez à 12 000 euros, sauf 15 000 quand c'est une première année. On garde les 50% de ce montant. Donc, l'assiette ne bouge pas. Simplement, ils ont prévu que vous puissiez payer un prestataire dans le cadre d'une offre globale qui vous fait des services à domicile, mais pas à domicile et à l'extérieur, eh ben, ça sera quand même pris en compte dans votre crédit d'impôt de 25% du montant, de 50% pardon, du montant. Alors que c'est assez surprenant parce que finalement, vous avez des services qui sont faits à l'extérieur de chez vous, mais c'est quand même pris en compte dans une réduction d'impôt qu'on appelle le service à la personne et à domicile. C'est assez curieux dans la définition. Mais voilà, donc en gros, si vous avez un prestataire global du type O2, pour ceux qui connaissent, qui vous font des services à domicile et à l'extérieur, mais dans le cadre d'une offre globale où vous avez une prépondérance financière des dépenses à la maison, vous aurez toujours cette réduction. Et surtout, vous n'aurez pas de réduction du plafond qui devait être limité à 8 ou 10 000 euros, suivant les amendements qui étaient passés. Voilà. L'immobilier, alors j'arrive vers la fin des slides, je suis désolé, je dépasse un petit peu. Le fameux nouveau Pinel qui n'a aucun rapport, ils auraient plutôt dû l'appeler le nouveau Robien ou le nouveau Borloo. Donc, vous savez que le Pinel a été supprimé il y a 1 an en arrière. C'est le fameux statut de bailleur privé. Donc, ils en ont enfin accouché. Voilà le résultat. Donc, c'est un système d'amortissement. C'est pour ça que je vous parle de Robien et de Borloo, qui est valable pour le neuf et pour l'ancien. Donc, désormais, si vous investissez dans du neuf, vous aurez le droit d'avoir un amortissement. Donc, c'est le même système que le LMNP pour ceux qui connaissent. Sauf que vous allez amortir 80% du bien, ce qui est déjà le cas pour le LMNP, on n'amortit pas le terrain n'est pas amortissable. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont défini le ratio de 20%, donc on a quelque chose qui est clair désormais, alors que sur le LMNP aujourd'hui, on n'avait aucune grille de lecture. Donc, si vous avez un bien de 100 000 euros, vous pourrez amortir 80 000 euros de ce bien, avec un taux qui vous est donné, donc c'est clair aussi, vous avez un taux de base de 3,5% d'amortissement, qui peut être bonifié à 4,5% si vous faites du social en termes de loyer, voire 5,5% si vous faites du très social. Ça, c'est pour le neuf. Et dans l'ancien, vous aurez également ce système d'amortissement avec les mêmes taux, que vous fassiez donc normal, 3,5, 4,5 social, 5,5 social. Sauf que vous devrez avoir des biens dans l'ancien qui nécessitent des réhabilitations lourdes en termes de travaux, car il faudra que vous ayez au moins 30% de la valeur de votre bien acheté avec des travaux, donc des travaux restructurants, et vous devrez répondre à des critères de diagnostic de performance énergétique. Donc ça veut dire que vous devrez gagner à minima 2 lettres dans les travaux que vous ferez, qui sont dans les 30%, pour bénéficier de cet amortissement dans l'ancien, et qui lui par contre démarre un peu plus bas, c'est que vous commencez à 3, pardon, pas à 3,5, à 3, plus une bonification de 1 en social et de 2 en très social. Donc, ça veut dire 3, 4 et 5 dans l'ancien, alors que vous avez du 3,5, 4,5, 5,5 dans le neuf. Vous Je pouvez te coupe, potentiellement... Thomas. Oui, Excuse-moi. Ça veut dire que dans l'ancien, j'ai un DPE. L'enveloppe de travaux me permet à l'issue d'avoir une note à C. oui, Je peux c'est être ça, tes éligible 2 lettres, à... exactement. Oui. Voilà, parce on a entendu, et encore très récemment, qu'il fallait avoir un DPE à la sortie à A ou B. Est-ce que tu confirmes ton Alors, information? je te le confirme, en l'état actuel de ce que j'ai, tant que je n'aurai pas le décret définitif, je te le signerai pas, clairement. Tu vois ce que D'accord, je veux dire? ok. Parce que tant que j'ai pas un décret écrit, c'est pas clair. Pour l'instant, dans les textes, celle qu'il est prévu, c'est de gagner 2 lettres. Et je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, pour l'instant de précision, et tant qu'on n'aura pas de D'accord. décret, on ne le saura pas, qui me limiterait le DPE, tu vois, par rapport au fait que tu commences à G
L'exemple, tu commences à G et tu reviens à E. C'est ton exemple, en fait, en vrai. Donc, c'est gagner Oui, de... mais ça change, voilà. ça change la réflexion sur l'attractivité dans l'ancien. Exactement. Exactement. Ça donne une carotte qui est un peu plus favorable quand même. On Ouais, ouais, avouera. Complètement. clairement, clairement. Complètement. Ok. Alors, par contre, limitation, j'en viens. Votre amortissement qu'on a vu avant, donc les fameux 3%, 3% jusqu'à 5,5% pour la partie 9 en suprasocial, cet amortissement va être plafonné à 8 000 € par an, et je vais revenir après sur le déficit, ok, par foyer fiscal, quel que soit le nombre de biens. D'accord? Donc, si vous avez 1, 2, 3 biens qui valent 100, 200, 300 000, au global, vous aurez un amortissement qui ne pourra pas dépasser 8 000 €, sauf si vous faites du social, ou de l'accession sociale. Dans certaines mesures, vous pourrez avoir un plafond, un amortissement pardon, qui montera à 10 000 €, voire 12 000 €. Ça restera annuel, quel que soit le nombre de biens au niveau du foyer fiscal. Okay, donc ça, c'est l'amortissement qui vous permet normalement de baisser vos loyers, donc baisser la fiscalité. Maintenant, imaginons que vous avez que 7 000 € de loyer, 8 000 € d'amortissement, donc vous générez un déficit. Eh bien, ce déficit pourra être imputé sur votre revenu global dans une limite de 10 700 €, règle que vous connaissez. Pourquoi? Parce que c'est la même règle que le déficit foncier actuel en cas de travaux. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment défiscaliser. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans le texte initial, il était prévu que cet amortissement ne puisse jamais contribuer à créer un déficit. Jamais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pourrez défiscaliser, mais en respectant ce plafonnement d'amortissement. Donc ça sera quand même dans les cas relativement, à mon avis, rares. Exclusion des locations aux ascendants ou aux descendants. Vous ne pourrez pas avoir un enfant, un descendant comme on l'a connu à l'époque du Cellier et du Pinel en tant que locataire, ça ne sera pas possible. Vous aurez un engagement locatif de 9 années au niveau du bail à titre d'habitation principale, bien entendu. Vous ne pourrez pas faire de saisonnier, je ne l'ai pas écrit, mais c'est inscrit dans le texte. Vous bénéficierez quand même du doublement du plafond. Donc là, je vous parle du plafond classique de 10 700. Mais si votre amortissement vous contribue à faire un déficit, eh bien, vous pourrez bénéficier du plafond de 21 400 qui est majoré. Quoi d'autre? Reprise si rupture, oui, réintégration des amortissements si vous dépassez le plafond, ça c'est logique. Et si par contre vous ne respectez pas le nombre d'années, eh bien vous aurez une reprise des amortissements qui ont été pratiqués si vous n'atteignez pas les 9 années. Reprise des amortissements depuis l'origine. Hein. Donc c'est exactement le même principe que le Pinel ou le Cellier. Si vous ne respectez pas votre pacte jusqu'au bout, on peut vous reprendre non pas sur 3 ans, mais sur l'intégralité de l'engagement locatif. Donc, depuis le début. Donc attention à ça pour le coup. Quoi d'autre? Si, reprise possible, par contre, en cas d'invalidité, en cas de décès, je ne l'ai pas écrit. Ça, c'est comme les règles qui existaient jusqu'ici pour les anciens dispositifs. Fenêtre d'application à compter de 2026 jusqu'au 31/12/2028. En tout cas, pour tous les permis de construire qui sont posés le lendemain de cette publication, donc depuis le 1er janvier 2026, pour le coup. Exclusivité, vous ne pourrez pas cumuler ce régime d'amortissement avec tout ce qui est régime une décise. Alors en clair, tout ce qui était les anciens dispositifs, qui sont encore applicables en tout cas. Donc tout ce qui est Malraux, tout ce qui est Pinel dans l'ancien de Normandie, pardon. Vous pourrez pas non plus tout ce qui est MH, tout ce qui est Fondation du patrimoine, tout ce qui est MH, je l'ai dit. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Donc en clair, ce dispositif se suffit à lui-même à tout ce qui est évidemment. Alors LLI, je vois mal comment, mais ça pourrait être possible de cumuler les deux. Vous ne pourrez pas non plus. Si c'est du CIOP, ça ne pourra pas se cumuler avec du CIOP non plus. Et enfin, le démembrement qui est en principe exclu de l'amortissement. Si vous donnez un bien immobilier à vos enfants en nue propriété, comme l'amortissement bénéficie aux nus propriétaires, normalement c'est exclu. Ils ont prévu quand même une clause de sauvegarde qui est en cas de décès, si vous avez un démembrement au profit du conjoint, vous aurez quand même le droit, en gardant l'engagement locatif de 9 années, d'amortir votre bien et ça fonctionnera. Donc voilà un petit peu pour ce bailleur privé qui a été long et laborieux. Oui, Véronique, je vois que tu lèves la main, je t'écoute. Tu peux activer ton micro. Oui, bonjour. Non, mais c'était une question bête et méchante. C'est mieux que le Pinel ou c'est une usine à gaz, hein, quand même. Je saurais te répondre. Je vais te faire une réponse de Normand. Ces systèmes d'amortissement, quand on reprend à l'ancienne génération, si tu as connu le Robien et le Borloo, ça bénéficie surtout aux TMI qui sont élevés.
réellement, Voilà. été émis à 41-45 globalement. Pourquoi? Parce que ton amortissement, comme il vient en moins tes revenus taxables, c'est plus un crédit d'impôt, donc on n'a pas une neutralité finalement en fonction des foyers fiscaux. C'est-à-dire que plus tu auras un TMI élevé, en plus ton amortissement, je te prends quelque chose à 8 000 euros, je te mets le plafond à 8 000 euros. 8 000 euros, quand tu as un TMI à 45, finalement, on simplifie 45, donc ça fait quasiment du 50%. Tu vas gagner donc quasiment 4 000 euros par an d'impôt, hein, vu que c'est 45% sur tes 8 000, mais ton client, lui, qui a que 30%, 30% de 8 000 euros, 30 fois 8, ça fait 24. Ben, lui, il va gagner que 2 400. Donc, pour te répondre, ça dépend. Ça va dépendre de ton contribuable. Plus tu vas être sur des contribuables avec des TMI élevés, en plus, ça va être bénéfique par rapport aux anciens régimes. Par contre, plus tu vas être sur des TMI qui vont être bas, en moins ça va être favorable. Et clairement, les anciens régimes étaient plus favorables parce que là, tu avais une réduction d'impôt qui ne tenait pas compte du TMI de ton client. Voilà. Voilà un petit peu la vision, et c'est exactement ce qu'on avait à l'époque du Robien et du Borloo. Maintenant, ce qui est assez dommageable, qu'on se le dise clairement, hein, c'est le plafonnement de cet amortissement, parce que si tu fais le calcul, je peux te le faire à l'envers, hein, 8 000 euros. 8 000 euros d'amortissement, sachant que ça correspond à un taux, imaginons, de 3,5, donc 0,035. Mais je dois encore enlever mes 20% de terrain, donc ça représente 0,8. Ça veut dire qu'au-delà de 285 000 euros d'investissement, quel que soit le nombre d'investissements, tu n'auras plus d'amortissement. Voilà. Et ça, c'est fort dommageable. Ça veut dire que ta déduction est très limitée, sauf si tu fais du supra-social, du très social, et qu'en plus de ça, tu as des critères de revenus de tes locataires en très social pour avoir tes 12 000 euros. Tu vas être très limité en termes de gains et de montant d'investissement pour des anciens clients qui avaient déjà fait de l'investissement immobilier ou des très gros revenus. Donc, ça ne bénéficiera, à mon sens, que sur des primo-investisseurs. Voilà. Ok. Bon. Je ne pense pas que ça J'espère soit avec ça j'ai qu'on été relance le marché immobilier. Hein. J'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu. La seule bonne nouvelle, par contre, pour le coup, c'est que parmi vous, je sais pas si c'était ton cas, mais il y en a pas mal qui faisaient du LMNP dans l'ancien ou dans des résidences gérées. Vous aurez remarqué que le LMNP n'a pas été retouché, alors qu'à la base, il voulait plafonner le LMNP, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, avec ces règles-là. Donc lui, il n'est pas touché. Donc, pour ceux qui faisaient des investissements, en tout cas dans des résidences gérées ou dans l'ancien en LMNP, sachez que vous pourrez toujours en faire parce que vous n'aurez aucune règle de plafonnement ni de rabotement du LMNP. Voilà. Ok, merci. C'est déjà pas mal. J'accélère parce que j'ai une visio dans quelques minutes qui commence, là, pour le coup. Plus-value. Alors, là, vous savez qu'on a un régime d'abattement des plus-values aujourd'hui pour les particuliers. Au bout de 22 ans, je vous le fais en cours, vous n'avez plus de fiscalité, et au bout de 30 ans, vous n'avez plus de charges sociales. Donc, c'est les 19 et les 17,2. Ça devait être complètement supprimé, et il devait y avoir ce qu'on appelle un taux d'érosion monétaire qui faisait qu'en fait, vous aviez une application de l'inflation et vous avez une fiscalité après derrière qui devait être, elle, ramenée à 9% à la place de 19 plus 17,2. Toutes ces modifications de régime ont été supprimées, donc ils sont morts dans l'œuf. Donc vous oubliez et vous gardez les régimes que vous connaissez à aujourd'hui. Donc ça, c'est le point du bas. Le reste, tout ce qui était cession en social de l'immobilier, si vous avez de l'immobilier que vous vendiez à un prestataire en social, donc un promoteur, vous aviez un abattement de 60, 75 ou 85%. Ces régimes sont prorogés jusqu'à 2027. Tout comme les abattements sur les plus-values, que vous vendiez un terrain, cette fois-ci, et non pas un bien, mais un terrain à un promoteur qui allait faire du social. Ces régimes sont juste prolongés. Donc, je passe vite. Les LMP, dernier point, je crois que j'en ai fini. Les LMP, donc les loueurs meublés professionnels. Aujourd'hui, vous avez un client qui était résident fiscal français. Vous le faisiez investir dans du LMNP en France. Très bien. Il quittait le pays. Il partait, il devenait résident fiscal étranger. Il avait donc plus de revenus d'activité en France. Sauf que les biens immobiliers LMNP qu'il avait en France dépassaient 23 000 euros de loyer. Ça doit attirer votre attention. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, au-delà de 23 000 euros de loyer, si ces 23 000 euros de loyer excédaient 50% de vos autres revenus d'activité, eh bien, vous passiez LMP, d'accord? Avec les cotisations sociales, etc. Quand vous aviez un non-résident qui n'était plus en France, il avait donc zéro revenu d'activité en France. Et si ces biens qu'il avait en France excédaient 23 000 euros de loyer, eh bien vous vous retrouviez d'office avec un client qui était LMNP, qui basculait automatiquement, mais je dis bien automatiquement, sur un régime LMP. Eh bien désormais, ce ne sera plus le cas. Pourquoi? Parce que seront pris en compte pour ce calcul, donc ce franchissement de seuil pour les non-résidents fiscaux, les revenus d'activité mondiaux.
Donc, les clients qui étaient LMP parce qu'ils avaient eu le malheur de quitter le sol français, ils avaient plus de 23 000 € de loyer, eh bien, désormais, ils resteront LMNP. Donc, dit différemment, ceux qui, l'année dernière, les années d'avant, avaient basculé sur un seuil LMNP, LMP, eh bien, ils vont revenir LMNP à compter de 2026. Il faut suivre quand même. Mais au moins, ça apportera un peu plus de sécurité juridique pour nos clients non résidents qui ont quitté le pays et qui n'ont rien demandé, et qui ne surtout pas demandé à payer des cotisations sociales et se retrouver avec des plus-values des professionnels. Eh bien, j'en ai fini avec ce support qui était assez long. Je m'en excuse, j'ai dépassé de 15 minutes. Est-ce que vous avez une dernière question avant que je vous quitte? Parce que c'est moi-même qui vais être en retard sur ma future visio. Oui, bonjour, j'ai une petite question. Oui, On a parlé des plus-values immobilières. Je Oui. sais qu'à un moment, il parlait de toucher les résidences principales. J'ai le cas en ce moment. Qu'est-ce qui va en être là, du coup? Alors, tu as tout à fait raison. C'est un amendement qui avait été proposé de le supprimer purement et simplement ou d'appliquer une décote pareil en fonction de l'inflation. Cet amendement a été supprimé. Voilà. Donc, sois on en tranquille revient au là-dessus. régime pour 2026, Exactement. zéro fiscalité, Exactement. peu importe le temps de détention de la résidence principale. Et précision, il n'y a pas de plafonnement à 1 million, parce qu'il y avait une autre règle de plafonnement à 1 million. D'accord. Et du coup, ça a été supprimé aussi. Donc, Ouais. grosso modo, c'est comme l'année dernière. C'est comme l'année dernière, comme les plus-values, ça ne change pas. Parfait, merci. Et je t'en prie, alors je ne sais pas si c'est Kevin qui levait la main qui vient de parler. Kevin? Ouais, J'avais pas vu les petites mains. Oui, effectivement, sur le statut du bailleur privé, j'avais vu que c'était possible de le cumuler avec le loc avantage pour avoir une réduction d'impôt. A priori, rien priori, non. n'empêchait Alors, ça dans le texte. ouais, ça avait été prévu, mais ça a été supprimé dans les règles de non-cumul que j'évoquais là brièvement entre les différents 199, sexe des sièges et puis mi des sièges. Donc ça a été supprimé, donc tu ne pourras pas le cumuler. Ok. Ouais. Ils ont fait une espèce de clause anti-abus à la dernière minute, ils ont retiré tout ce qu'ils pouvaient retirer en doublon. Voilà, malheureusement. Moi, j'ai juste un truc, c'est la hausse de la CSG. Là, si tu pouvais créer un petit slide là pour résumer la situation là-dessus, là. Ah oui, alors je ne l'ai pas repris. Alors pour une simple et bonne raison, c'est sur le volet de la loi sur les finances de la sécurité sociale et non pas sur le volet fiscal. C'est une très bonne question en fait en vrai, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et oui, en effet, alors je vous le fais en cours, mais je vous renverrai les versions définitives des slides, j'en remettrai un. À partir du 1er janvier 2026, on passe d'une flat tax de 30 à 31,40. Alors pourquoi? C'est pas la fiscalité qui change, c'est les cotisations sociales. C'est que vous savez que dans la flat tax, c'est 12,8 de PFU plus 17,2. Eh bien, ces 17,2 deviennent donc 18,60 à compter du 1er janvier 2026. Et ça a été voté dans quoi? Dans la loi sur les finances de la sécurité sociale. Ce qui veut dire que tout ce qui est revenu, alors ça ne concerne pas tous les revenus, heureusement. À la base, ça devait concerner tous les revenus, absolument tous les revenus et même les contrats d'assurance vie. Ça ne sera pas le cas. Ce qui va concerner la flat tax, donc à 31,40 désormais, ça sera les dividendes exclus, donc sortis des sociétés, les rémunérations des intérêts des comptes courants et les plus-values de cession de titres. Mais tout ce qui est contrat d'assurance vie ou autre, ce n'est pas concerné par ça. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle aussi, mine de rien. Voilà. Et en effet, je ne l'ai pas mis puisque c'était sur le volet social et pas le volet fiscal. Bon, tu vas me dire, ça ne nous change rien, parce qu'au bout du compte, on paiera quand même 31,40 et non plus 30%. Mais comme c'est un ajustement, on va dire, technique sur le volet social. Voilà. Okay. Mais c'est une bonne remarque. Merci. Malheureusement, ça n'a pas été supprimé à la dernière minute. J'aurais bien voulu, mais non. Super, merci beaucoup, merci. Je t'en prie. Je suis désolé, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez mon email ou celui de Philippe. Vous aurez la rediff de cette visio que Philippe va vous envoyer. Et je remodifierai les slides que vous avez peut-être eu hier et je rajouterai ce slide sur la flat tax. OK? Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne fin du mois de janvier. Je vous dis au mois prochain pour le volet numéro 2 de cette loi sur les finances pour les professionnels. À bientôt. Merci, Ciao, à ciao. bientôt. Merci Thomas, Merci. bonne journée à tous. Bonne journée.